Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est ravis d'être ici à l'IFRI pour interviewer Laurence Nardon sur la question plus que brûlante des élections américaines, mais aussi des relations entre la Chine et les États-Unis. Alors, Laurence Nardon, bonjour. Bonjour. On a l'habitude à la Société de Géographie de commencer nos entretiens par une question très générale. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Volontiers. Alors, je suis chercheur à l'IFRI, responsable du programme Amérique. Et quand je dis Amérique, en fait, je travaille surtout sur les États-Unis, qui est un sujet toujours brûlant et sur lequel on ne s'ennuie jamais. Voilà, j'ai une thèse de doctorat de sciences politiques, donc je viens de cette discipline-là. J'anime chaque semaine un podcast sur la politique américaine qui s'appelle New Deal. Et donc là, en ce moment, on suit beaucoup la campagne pour les présidentielles de novembre 2024. Sujet brûlant, élection de novembre 2024. On enregistre cet entretien le 7 mars, donc il y a moins de 24 heures, on a eu les premiers bilans, les premiers résultats du Super Tuesday. Est-ce que vous pourriez, vous, en tant que chercheuse, en tant que spécialiste des États-Unis, nous faire votre premier bilan des résultats de ce Super Tuesday ? Alors, le Super Tuesday, c'est le jour où une quinzaine d'États votent en même temps pour leurs primaires, les primaires à la fois républicaines et démocrates, pour désigner le candidat investi par le parti, qui sera investi l'été prochain. L'édition 2024 n'a pas été très intéressante en réalité, parce qu'on savait déjà que Trump allait l'emporter côté républicain. Il est le candidat numéro 1. Sa dernière opposante, Nikki Haley, a d'ailleurs jeté l'éponge depuis mardi. Trump est bien parti pour être nominé par son parti. Et côté démocrate, c'est Biden qui l'a emporté, puisqu'il est président en place et que traditionnellement, un président en place qui peut encore faire un second mandat a peu ou pas d'opposants de son parti, puisqu'on lui laisse le champ libre. Et lui aussi donc a remporté, côté démocrate, l'essentiel des délégués du Super Tuesday. Alors, si on vous interroge aujourd'hui, c'est pas uniquement pour faire de la prévision, de la prospective autour des résultats de novembre prochain, c'est pour évoquer, j'imagine, une des vraies thématiques de cette campagne, à la fois à l'intérieur des États-Unis, mais aussi sur l'ensemble de la planète, ce sont les relations entre les États-Unis et la Chine. Alors, depuis quelques années, on a l'impression que ces relations se sont relativement tendues. D'où viennent ces tensions ? Alors, c'est très intéressant, les relations États-Unis-Chine, parce que finalement, elles commencent il y a très longtemps. On ne va pas remonter au 19e avec les missionnaires, mais en 1949, lorsque la Chine continentale devient communiste, les États-Unis rompent les relations diplomatiques avec cette Chine-là, les maintiennent avec Taïwan, justement. Les relations diplomatiques n'ont été rétablies que dans les années 70, sous Carter. Cette réconciliation avait été préparée par Kissinger et Nixon au début des années 70. L'idée à l'époque n'était pas une réconciliation de bonne foi par amitié, c'était vraiment l'idée de trianguler les relations avec l'Union soviétique. Kissinger pensait qu'en se réconciliant avec la Chine, finalement, les États-Unis réussiraient à isoler l'ennemi soviétique, ce qui avait plus ou moins marché, bon bref. Après, on est arrivé aux années 1990, qui sont finalement la période qui nous intéresse, parce qu'on voit dans les années 90 les deux courants principaux s'exprimer à Washington à propos de la Chine. Ceux qui pensent que la Chine reste une puissance par nature hostile et dont il faut se méfier, ce sont, on va dire, les pessimistes. Et puis un autre courant très optimiste qui pense qu'au contraire, il faut attirer la Chine dans le dialogue international, dans le commerce international, et que, en faisant cela, la Chine va prospérer, va s'enrichir. Les classes moyennes chinoises, d'ailleurs qui n'existaient pas à l'époque, mais les masses chinoises très pauvres vont s'enrichir et donner naissance à une classe moyenne, et que mathématiquement, ces classes moyennes vont réclamer plus de démocratie de l'intérieur et que donc on va aboutir à une Chine à la fois moins misérable et plus démocratique. Ça, c'est vraiment la grande croyance de ce courant optimiste qui est très fort au sein de l'administration Clinton dans les années 90. Et ils vont l'emporter puisque, en 2000,
la Chine rejoint l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et à partir de là, alors c'était déjà un petit peu préparé en Chine depuis 1979, lorsque la Chine se met à faire un peu de commerce, devient un petit peu capitaliste sous Deng Xiaoping. À partir des années 2000, on voit littéralement le PNB, les échanges, le nombre d'usines, etc., en Chine exploser. La Chine devient vraiment une locomotive économique à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, 2024. Et alors aujourd'hui, qu'il s'agisse de la précédente administration Trump, de l'administration Biden actuelle, de la prochaine administration, quels sont les objets d'acrimonie, voire de tension? Alors oui, on parlait des années 90-2000 avec ces optimistes qui étaient en place et qui l'ont emporté. La confiance envers ce processus de démocratisation en Chine, en fait, il s'est érodé assez rapidement aux États-Unis. Et dans les années 2010, on est alors sous Obama, il y a quand même la prise de conscience du fait que la Chine ne va pas se démocratiser, qu'en fait le capitalisme et la prospérité économique, finalement, ne vont pas de pair avec la démocratisation. C'est vraiment une déception terrible pour l'Occident, parce que ça veut dire que notre modèle ne fonctionne pas complètement partout. Voilà, la Chine, c'est donc le contre-exemple. Et l'administration Obama en tire les conséquences avec une nouvelle politique qui se met en place donc autour de 2010, qui est portée par un responsable qui est toujours là sous Biden, qui s'appelle Kurt Campbell. Cette politique, c'est le pivot vers l'Asie. C'est l'idée que, alors c'est un peu de géopolitique, c'est l'idée que aujourd'hui, alors que le 21e siècle commence, le centre du monde, le pivot du monde n'est plus en Europe, en Ukraine, dans cette Eurasie traditionnelle, mais le centre du monde géopolitique est du côté du Pacifique, donc entre les États-Unis, la Chine, dans ce qu'on se met à appeler à cette époque-là l'Indo-Pacifique. Alors évidemment, maintenant, aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, le Moyen-Orient, on se rend compte que ce n'est pas complètement aussi évident, mais à l'époque, il y a cette idée que le centre du monde a basculé côté Pacifique et que donc les États-Unis doivent basculer côté Pacifique leurs efforts diplomatiques, leurs efforts économiques et leurs efforts militaires. Il y a cette idée de basculer un certain nombre de navires de la flotte dans le Pacifique. Ça, c'est sous Obama. La Chine ne s'y est pas trompée parce qu'elle a dénoncé immédiatement dans ce pivot vers l'Asie une manœuvre relativement hostile de la part des États-Unis et qui les faisait penser à l'endiguement, cette politique des années 40-50 que les États-Unis avaient développée contre l'URSS à l'époque. L'endiguement, c'est le containment, l'idée de cadrer un peu une puissance hostile en mettant des alliés autour, des forces militaires autour. Donc pour la Chine, le pivot vers l'Asie, c'est de l'endiguement et donc ils ne sont pas contents. Les États-Unis ont continué à essayer de déployer cette politique de pivot vers l'Asie. En l'occurrence, ils ont eu beaucoup de mal parce qu'à chaque fois, ils ont été rappelés sur d'autres théâtres. Il y a eu les printemps arabes en 2011, rappelez-vous. Il y a eu la crise de la guerre civile syrienne, les attaques terroristes, l'Ukraine ensuite, à partir de 2014, l'annexion de la Crimée. Bref, les États-Unis ont toujours été entravés dans ce redéploiement indo-pacifique. Mais ils continuent à essayer de le faire jusqu'à aujourd'hui. Alors, concrètement, après ce développement sur la géopolitique américaine, je reviens à votre question qui était quels sont les sujets d'acrimonie entre les États-Unis et la Chine? Ils sont très nombreux et pour ainsi dire, ils sont tous azimuts. Les administrations américaines, qu'il s'agisse des administrations démocrates comme Obama-Biden ou républicaines comme Trump, reprochent beaucoup de choses à la Chine. D'abord, ces attaques contre les droits de l'homme, donc ça c'est plutôt les démocrates qui sont là-dessus, qu'on parle des journalistes qui sont en prison ou de l'accès imparfait à Internet, qu'on parle de la répression des Ouïghours ou au Tibet, donc ça c'est tout ce qui est droits de l'homme. Ils reprochent aussi
les pratiques économiques déloyales de la Chine, le fait que ils ont, alors ça c'est des attaques portées plutôt par Trump en 2016, l'idée que la Chine finalement abaisse de manière déloyale sa monnaie pour encourager ses exportations, et donc ça c'est injuste pour les partenaires économiques de la Chine. L'idée que la Chine vole de manière délibérée les technologies et le savoir-faire des entreprises occidentales et autres qui font du business avec elle, donc ça c'est aussi quelque chose qui est fort reproché par les républicains et aussi par les démocrates. Et puis, troisième groupe de reproches, tout ce qui est géopolitique, l'idée que la Chine, avec son projet des routes de la soie, prend de plus en plus d'importance dans de nombreux pays du monde, avec des prêts usuriers, le déploiement de nouvelles bases militaires un peu partout, etc. Et puis, plus précisément, la Chine est accusée de déployer d'artificialiser un certain nombre de petits îlots, de petits récifs en mer de Chine du Sud, et en artificialisant ces récifs et ces petites îles, elle crée des îles plus importantes avec du béton, des choses vraiment pas très bonnes d'un point de vue écologique, mais enfin, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que, en créant ces îles, la Chine va réclamer les zones exclusives maritimes autour, et donc étendre son droit de passage et sa souveraineté dans la mer de Chine du Sud. Alors, les États du coin, que ce soit le Vietnam, Taïwan évidemment, même l'Indonésie, ne sont pas contents du tout, ont fait des recours, et d'ailleurs la Chine n'a pas complètement gagné ces recours, on en est là pour l'instant. Voilà, donc il y a tous ces reproches qui sont faits à la Chine aujourd'hui par les États-Unis et plus largement par les voisins de la Chine et même nous en Europe. Alors depuis plusieurs années, les administrations successives américaines ont mis en place des sanctions économiques, des restrictions sur les exportations chinoises notamment, et notamment sur les nouvelles technologies dont vous parliez. Par-delà les effets d'annonce, est-ce que les États-Unis ont aujourd'hui le moyen d'empêcher l'expansion politique, économique, voire même culturelle chinoise? Les États-Unis, je pense, conservent une force de résistance à la Chine très importante. D'abord, ils ont un soft power beaucoup plus efficace que le soft power chinois et qui est efficace même en Asie. Chez les voisins, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, etc., les voisins de la Chine. Elle fait des exercices militaires permanents dans cette fameuse mer de Chine du Sud, donc elle est très présente. Elle a un éventail de sanctions économiques et financières très important sur la Chine. Alors, beaucoup d'observateurs se demandent si ces sanctions fonctionnent vraiment, et de fait, les États-Unis, sous Biden, ont accru un troisième volet de sanctions ou d'entraves à la Chine, ce sont les contrôles des exportations de technologies. Sous Biden, en octobre 2022, il y a eu une directive adoptée donc par la Maison-Blanche de Biden qui met un terme, enfin qui entrave de manière vraiment très très forte toutes les exportations de semi-conducteurs de nouvelle génération en Chine, les semi-conducteurs eux-mêmes et les machines capables de les fabriquer. Et ça, pour la Chine, c'est extrêmement ennuyeux, parce que ça veut dire que tout un tas de nouvelles technologies, de nouveaux appareils ne peuvent plus être construits. Et donc, un certain nombre d'observateurs, je pense notamment à Agathe Demaret, qui a écrit un livre sur les sanctions économiques. Alors, je la cite, elle explique que les sanctions économiques, financières ne fonctionnent plus vraiment aujourd'hui, ou en tout cas mettent beaucoup de temps à fonctionner, sont contournées de mille manières, on le voit avec la Russie aussi, et qu'en réalité, les sanctions qui vont fonctionner demain, ce sont les contrôles d'exportation de technologies avancées. Et donc c'est là-dessus que les États-Unis travaillent vis-à-vis de la Chine, et je pense que ce sera très efficace. Alors, comment parler des relations sino-américaines sans évoquer la question de Taïwan, qui occupe l'attention de tous les observateurs américains, chinois, étrangers ou autres.
Alors, sans revenir sur les raisons du conflit, sans revenir sur l'histoire de Taïwan, etc., aujourd'hui, quelle est la situation ? Alors, on a une île de Taïwan qui est dans un état de stress avancé quand on lit les journaux, quand on parle aux gens sur place. En même temps, bon, ils tiennent le coup. Il y a des menaces sous-jacentes permanentes. On parle de survol d'avions, on parle de navires chinois qui font des incursions dans les eaux territoriales de Taïwan. C'est vraiment très inquiétant. La Chine dit depuis le début que Taïwan fait partie de son territoire, que Taïwan est une province perdue, un peu comme l'Alsace-Lorraine pour nous, si vous voulez. Les Taïwanais ne sont pas tout à fait d'accord. On peut s'attendre à une invasion de Taïwan. Alors là, je ne suis pas dans la tête de Xi Jinping, je n'en sais rien. Je vous cite maintenant mon collègue sinologue de l'IFRI, Marc Julienne, qui est directeur du Centre Asie de l'IFRI. Sur cette question, lui, ce qu'il dit, c'est que on pourrait s'attendre, mais lui non plus n'est sûr de rien, mais on pourrait imaginer une invasion militaire de Taïwan par les forces chinoises dans les années qui viennent. Alors, pas en 2024, parce que c'est trop tôt. Les forces armées chinoises n'ont pas assez de véhicules ou de navires amphibies, parce qu'il leur en faut un certain nombre apparemment pour mener à bien une invasion militaire. Donc la fenêtre n'est pas encore ouverte, mais une fois qu'elle serait ouverte, 2025-2026, elle se fermerait assez vite, 2029-2030, parce que la Chine, comme vous l'avez sans doute appris, voit sa croissance économique se réduire et surtout sa démographie chuter. La Chine est passée derrière l'Inde en nombre d'habitants. Et donc, il faudrait qu'ils envahissent Taïwan, s'ils le souhaitent vraiment, dans cette fenêtre-là. On va voir ce qui se passe. Alors, on l'a évoqué depuis le début de notre discussion, on a beaucoup parlé de l'administration Trump, en très bien ou en très mal. On a aussi parlé de l'administration Biden. Vu de l'extérieur, pour des observateurs ou simplement des curieux qui s'intéresseraient à la diplomatie américaine et aux stratégies internationales des administrations américaines successives, y a-t-il eu véritablement une évolution de la doctrine américaine en matière diplomatique entre l'administration Trump et l'administration Biden, ou est-ce qu'au contraire on a assisté finalement à une sorte de continuation de ce qui avait été entrepris par peut-être même avant Donald Trump, hein? Eh bien oui, c'est là un des rares, peut-être même le seul sujet d'accord bipartisan aujourd'hui à Washington. C'est-à-dire que l'hostilité à la Chine, l'idée que la Chine est maintenant l'adversaire principal des États-Unis, les textes officiels sortis sous Biden désignent la Chine comme un pacing competitor, c'est-à-dire un adversaire structurant. La Russie n'est qu'une acute threat, c'est-à-dire une menace brûlante. Menace brûlante, adversaire structurant. La Chine est donc un adversaire structurant. C'est l'ennemi contre lequel les États-Unis se définissent. Alors, il faut dire là qu'il y a quelque chose de compliqué quand même, parce que ce qu'il faut vraiment dire, c'est que les économies chinoises et américaines sont extrêmement imbriquées. On n'est pas du tout dans la situation de la bipolarité États-Unis-URSS, où les deux pays pouvaient se faire la guerre tranquillement. Enfin, heureusement, elles ne l'ont pas fait, parce qu'il n'y avait aucun échange économique entre les deux. Là, il y a des échanges économiques, financiers, commerciaux, énormes entre les deux pays. Donc une guerre serait quand même très compliquée. Néanmoins, la Chine, comme je le disais, est vraiment l'adversaire, enfin désignée comme l'adversaire principal. Et on a vu une continuité entre les administrations Obama, Trump et Biden aujourd'hui. Si Biden est réélu, ça restera pareil. Et si Trump revient, ça restera pareil. Alors, il y a juste une ambiguïté, quelque chose sur lequel je n'ai pas la réponse. Si jamais Trump est réélu, je ne sais pas très bien ce qu'il ferait en cas d'invasion militaire de Taïwan. Parce que Trump répète encore aujourd'hui régulièrement son hostilité à la Chine. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. En revanche, Trump se définit comme un président
non interventionniste, c'est-à-dire qu'il pense que les États-Unis ne doivent plus être le gendarme du monde, ne doivent pas intervenir à l'étranger. Il a dit par exemple que s'il était réélu, il n'y aurait plus de soutien à l'Ukraine. Et la question qu'on se pose, c'est si la Chine envahissait militairement Taïwan avec un Trump réélu, un Trump à la Maison-Blanche, est-ce que Trump lancerait des opérations militaires à Taïwan pour défendre les Taïwanais? Avec Biden, on est sûr qu'il le ferait. Enfin, on peut penser qu'il le ferait parce qu'il a quand même laissé entendre. Trump, c'est beaucoup moins sûr. Est-ce que Xi Jinping verrait là une opportunité d'envahir l'île sans être ennuyé par une réaction militaire des États-Unis et derrière les États-Unis de l'Occident? C'est une carte qu'il pourrait jouer. En tout cas, je n'ai pas vu pour l'instant d'affirmation claire d'un côté ou de l'autre du candidat Trump pour les élections de 2024. Donc, à partir du mois de novembre 2024, on verra finalement ce qui va en être avec l'élection de Donald Trump ou la réélection de Joe Biden. Voilà, sachant que peut-être que Trump se sera exprimé plus clairement d'ici là, on verra. Laurence Narnon, merci beaucoup pour vos réponses qui, je l'espère, auront permis à notre audience et à nos followers de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Merci beaucoup. J'étais extrêmement honorée de faire cette vidéo pour la Société de géographie.